dans la capsule de la semaine dernière que un des grands paradigmes pour comprendre la culture populaire aura été, au XXe siècle, la notion de la culture de masse. Aujourd'hui, nous allons voir plus spécifiquement une école très importante, informelle, reconstituée un petit peu a posteriori, l'école de Francfort, et une notion qui se présente comme une alternative critique à la notion de culture de masse, qui est celle de l'industrie culturelle. Bien. L'Institut de recherche sociale, Institut für Sozialforschung, fondé à Francfort en 1923, est le premier centre de recherche marxiste du système universitaire allemand, dont le but initial était carrément de préparer la transition du capitalisme au socialisme. C'était le tout premier fondateur, Karl Grünberg, son motto, quelque peu optimiste, mais qui est aussitôt transformé par le pessimisme de son plus célèbre directeur, Horkheimer, marqué par la fatalité de la domination de classe sur l'expérience de l'échec de l'aventure révolutionnaire en Allemagne, à peine compensée par l'intermittence de cette même espérance révolutionnaire. Donc c'est vraiment, il faut situer l'Institut de recherche sociale et ce qu'on appellera l'école de Francfort à l'intérieur de ce contexte direct de la crise du modèle révolutionnaire marxiste et comme d'ailleurs un de ses principaux contre-coups théoriques. Comment penser le marxisme au-delà de l'échec révolutionnaire et au-delà aussi de l'échec de la théorie officielle du capitalisme condamné à périr par ses propres contradictions, ce qui était présenté quasiment comme quelque chose d'imminent dans le marxisme classique et qui, un demi-siècle, voire presque un siècle après, tel que le constatent les théoriciens de l'école de Francfort, ne s'est toujours pas produit et au contraire, le capitalisme s'est réinventé et s'est même renforcé. Bien, voilà le bâtiment, voilà une des photos de l'équipe qui va connaître d'ailleurs des formules assez variables avec des gens qui y participent, qui sont plutôt des compagnons de route, etc. Mais il y a l'aspect de projet collectif qu'on verra est important. Cherchant initialement donc à répondre à la crise politique et épistémologique du marxisme de l'époque, le projet initial est avant tout marqué par l'idée de la théorie critique, élaborée par contraste direct avec la théorie traditionnelle, celle de ce que Lukács et les autres appelaient la science bourgeoise, critique vis-à-vis à la fois de la situation présente, donc très clairement située dans le contexte historique, et à la fois aussi critique vis-à-vis des doctrines philosophiques qui expriment la situation présente sans la prendre en charge. C'est comme ça que l'école de Francfort va très vite s'opposer à la fois aux grands courants existentialistes incarnés par Heidegger, Jaspers et autres, mais aussi à l'inverse, très opposé aussi à l'école positiviste de Vienne, tous deux vus d'un point de vue marxiste comme des doctrines qui ne réussissent pas à saisir le contexte historique dans lequel elles sont situées et qui essayent d'y échapper par deux voies radicalement opposées. Alors, contre la spécialisation, elle prend pour objet, la théorie critique prend pour objet la totalité historique, la praxis, donc, et ses tendances.
de manière interdisciplinaire, se comprenant elle-même dans un contexte social, tournée explicitement vers l'émancipation de ce contexte plutôt que vers un faux désintéressement, comme le voudrait encore une fois la science dite bourgeoise avec son idéal d'objectivité qui est radicalement critiqué. Alors, il y a une inscription dans un champ interdisciplinaire qui va être une des grandes originalités du projet de l'école de Francfort. Elle va d'ailleurs s'inscrire dans la grande mouvance de la sociologie allemande et elle va conjuguer notamment Marx et les deux grands sociologues allemands, Georg Simmel et Max Weber. Mais aussi, elle va faire appel à d'autres disciplines. Alors, l'analyse littéraire chez Benjamin, par exemple, mais aussi la musicologie chez Adorno, la psychanalyse chez Erich Fromm dès les débuts, etc. Cette idée de concilier la philosophie et les sciences sociales va se faire dans le cadre de recherches collectives en opposition avec la grande figure hégémonique, notamment dans le champ culturel allemand, du penseur solitaire, etc. Donc il y a une volonté de dialoguer avec, avec le collectif à tous les niveaux et aussi avec les sciences sociologiques empiriques, les enquêtes, etc. L'école de Francfort va s'intéresser à ça. Ensuite, donc, l'idée de définir son ancrage contextuel et aussi de réinterpréter toujours le projet fondateur en fonction des changements du contexte et tout en compensant ce caractère situé historiquement dans l'espace et dans le temps de son matériel et de ses catégories par un éclairage global de la réalité animé, comme je disais, par cet intérêt émancipatoire. Cela implique le rejet d'un dogme au profit d'une constellation de postures distinctes. Ces divers positionnements théoriques qui viennent de permettre le nécessaire renouvellement en fonction de la conjoncture. Et c'est ce qui va aussi donner un certain éclatement, une série de trajectoires personnelles assez marquées, assez différentes, et aussi la richesse de ce qu'on appelle l'école de Francfort, qui va des compagnons de route tels que Siegfried Kracauer, Walter Benjamin, Ernst Bloch, par la suite Marcuse, etc., etc. Enfin bon, ça va faire vraiment une vision assez fascinante de cette mouvance. Alors, confronté au contexte explosif des années 30, l'Institut va radicaliser la vision marxiste du débat sur la culture de masse, telle qu'on l'a annoncé déjà dans notre capsule précédente. Je vais citer ici un article intéressant que vous trouvez en ligne d'Olivier Voirol, Retour sur l'industrie culturelle. À partir de la deuxième partie des années 1920, se met en place une culture du divertissement rendue possible non seulement par des changements majeurs sur le plan technologique, mais aussi et surtout par une extension du temps libre, laissant place à des nouvelles activités culturelles, en particulier dans l'Allemagne de Weimar, donc l'Allemagne de l'après-guerre, entre l'armistice et la prise du pouvoir par Hitler, 1919-1933, grâce aux réformes sociales entreprises par le gouvernement de gauche. Cette culture est principalement axée sur le divertissement des couches sociales en recherche de nouvelles expériences culturelles, l'accès de nouvelles couches de la population au divertissement culturel, l'apparition de formes de culture qui ne sont plus confinées à un public restreint à éduquer, mais sont élargies à des masses. Tout cela, doublé d'une extension du domaine de l'art et de l'esthétique, donne forme à ce phénomène typique des années 1900. Et d'ailleurs, c'est tout à fait ce qu'on associe encore aujourd'hui dans notre imaginaire historique, culturel, à l'époque de Weimar. C'est une immense explosion des arts, mais aussi
des loisirs et des formes composites. L'emblème même de Weimar dans l'imaginaire culturel qui s'est gravé par la suite, c'est le cabaret. Le cabaret comme foyer de à la fois contestation politique, à la fois d'émancipation sexuelle, polysexuelle, flexisexuelle et brassage des musiques populaires, des musiques d'avant-garde, etc. Donc ça devient vraiment un peu le lieu mythique de Weimar qui emblématise cette époque-là et on la retrouve dès l'époque même dans quantité de représentations, le cabaret, le jazz, les jazz bands, l'explosion de la vie nocturne avec l'explosion euh, de la, des clivages sociaux, la prostitution, la misère, etc. etc. Tout cela, comme vous le voyez ici, donc occupe les toiles de Georg Gross, d'Otto Dix, mais aussi de Kirchner, par exemple ici, une vision de la vie nocturne avec les néons, les spectacles, l'anonymat, et puis aussi les compositions dadaïstes qui transposent cette sorte de cacophonie de l'expérience urbaine moderne dans des nouvelles compositions. Donc, tout ça est vraiment aussi important de mettre en rapport avec la réflexion théorique qui va être faite. Il est toujours important de mettre en dialogue les théories avec les arts, avec l'évolution de la culture populaire elle-même dans ses formes. Il y a une interaction importante. Alors, cette évolution a déclenché plusieurs interrogations dans le milieu intellectuel de l'époque. La thèse qui s'affirme, c'est celle du déclin, caractérisée par la montée d'une culture sans qualité, privilégiant la facilité, le mauvais goût, le déclin de l'art et de la culture raffinée, telle qu'elle était conçue tout au long du 19e par les couches sociales cultivées. Et cette idée du déclin de la culture qui rejoint tout à fait les critiques que nous avions vues dans la dernière capsule sur les théories de la société de masse. Et nourrit le thème de la dégénérescence culturelle, thème à dominante conservatrice. Donc, ce sont dans le contexte de Weimar, ces critiques prennent une grande ampleur. Alors, du côté de la gauche, c'est plus complexe parce que d'un côté, évidemment, il y a un intérêt pour la culture prolétarienne et c'est ce qui va se marquer dans toutes les tentatives de prolétculte, de culture prolétarienne militante, etc., etc. Il y a un intérêt pour le prolétariat qui ne peut s'accommoder de cette thèse tout simplement du déclin. Et d'un autre côté, il commence à y avoir quelques penseurs un peu hétérodoxes à gauche qui s'intéressent à l'observation de cette culture-là. Et une des grandes figures initiales, c'est celle de Siegfried Kracauer, donc, qui va être l'ami et le mentor d'Adorno, et qui vise moins à porter un jugement esthétique négatif sur cette nouvelle culture du divertissement que de l'interroger en tant que manifestation signifiante de son temps. Ce sont, dit-il, des phénomènes de surface, mais qui sont des manifestations visibles de l'être de la société, invitant à être déchiffrés pour en comprendre le sens profond. À ce titre, donc, les produits de cette culture de masse sont dignes du même intérêt que l'on porte aux arts traditionnels. Et dans une série de feuilletons journalistiques, c'est une des formes de l'art essayistique de l'époque de Weimar qui est très importante, cette idée du feuilleton culturel. Donc
qui s'oppose à la tradition plus académique, etc., et qui s'intéresse à quelque chose de plus éphémère, donc avec l'aspect survolté du journalisme qui suit les modes, les aspects, la quotidienneté, etc. Il s'attaque à plusieurs aspects de la culture de masse, telles les revues de jeunes filles, dans un célèbre article, L'ornement de masse. C'est une analyse d'un des spectacles typiques de cette époque-là, qui était The Tiller Girls, qui trouvaient donc des sortes de chorus girls. C'était la grande époque aussi aux États-Unis du cinéma musical, tel qu'on a déjà un petit peu évoqué. Et ces chorus lines faisaient le tour de la planète, et il y avait des compagnies un peu partout qui reprenaient le même modèle. Alors, il analyse ces spectacles. Le mouvement mécanique des jambes de Tiller Girls exprime, selon lui, le morcellement des corps et des mouvements dans la production capitaliste, la rationalité à la fois déshumanisante et close sur elle-même, aveugle et automatique du processus économique, et comme une sorte de mythologisation esthétique de ce processus. Et alors, on voit là, dans cet article, plusieurs thèmes qui vont revenir chez Adorno. Le kitsch de la fausse réconciliation, la rationalité tronquée, le retour du mythe. Donc, ce sont des thèmes que on voit bien comment les discussions entre Krakauer et Adorno et la lecture des articles du premier ont pu infléchir la réflexion future de celui-ci. D'ailleurs, Krakauer va aussi s'intéresser au cinéma, au roman policier aussi, par ailleurs. Il consacre une des premières et une grande étude. Mais il s'intéresse au cinéma d'un point de vue assez singulier. Il analyse, c'est la grande époque du cinéma expressionniste, il analyse le cinéma expressionniste en fait comme préfiguration, et ça c'est un des grands thèmes de toute la recherche de l'école de Francfort, c'est la question de comment l'Allemagne est en train de devenir et va devenir nazie, et c'est le grand questionnement du point de vue aussi de la théorie marxiste, comment les masses prolétariennes qui étaient considérées comme le sujet émancipateur, etc., chez Marx, comment elles se tournent vers le national-socialisme. Et donc, Krakauer analyse ceci du point de vue de ce qu'on pourrait dire les mentalités, de la psychologie sociale, dans un livre qui sera publié en exil aux États-Unis, De Caligari à Hitler, donc à partir du célèbre film expressionniste Le cabinet du docteur Caligari. Et donc, De Caligari à Hitler, histoire psychologique du cinéma allemand, et ça restera un des classiques indiscutés des études filmiques, à la fois pionnier et puis livre vraiment très révélateur sur comment on peut analyser le cinéma et l'idéologie, et puis au-delà même de l'idéologie, le façonnement des mentalités de la psychologie collective. Donc ici, vous avez l'édition très tardive. Hein, Krakauer a été redécouvert de façon tardive, autant dans le monde anglo-saxon que dans le monde francophone. Une des raisons, c'était justement parce qu'il écrivait beaucoup pour les journaux, et son œuvre journalistique est colossale, c'est des milliers de pages. Et tout n'est pas traduit d'ailleurs. Mais donc, l'ornement de masse, et c'est sur la modernité weimarienne. Là, vous avez justement une des images de la fragmentation du corps féminin des Tiller Girls. Alors, un autre ami proche d'Adorno et marxiste hétérodoxe, c'est Walter Benjamin, va situer le débat sur la culture de masse, les transformations de la culture de masse, dans le cadre d'une réflexion plutôt sur les transformations technologiques des médias de masse. Selon lui, les techniques de reproduction surgies dans la seconde moitié du 19e, notamment la photographie, ont eu des répercussions majeures sur le domaine de l'art et de la culture
en général. Alors jusque-là, la culture artistique se nourrissait d'œuvres uniques dont le public faisait l'expérience dans un espace-temps délimité par le pourtour même de l'œuvre, que ce soit une peinture, une œuvre musicale ou une pièce de théâtre. Or, avec les techniques de reproduction, la photo, le phonographe notamment, cette unité est brisée en dupliquant leurs œuvres, les œuvres, rendant suranné leur caractère unique. Les nouveaux objets culturels sont d'emblée produits en masse, destinés à être expérimentés à plusieurs endroits et à plusieurs moments différents. L'œuvre perd son unicité, son authenticité, ce que Benjamin appelle son aura. Cette désoratification de l'art est au fondement d'une culture faite d'objets reproduits en série, destinés à un public de masse. Alors, cette donnée n'affecte pas, selon Benjamin, seulement les créations culturelles, mais aussi le rapport entretenu par le public à leur égard, à une expérience esthétique individualisée, située et unique, tend à se substituer une expérience esthétique à plusieurs et simultanée. Du coup, le public confiné, typique de la bourgeoisie du 19e, fait d'isolement, de retrait, de distanciation, d'appréciation individuelle, est remplacé par un nouveau public de masse. L'expérience collective d'œuvres de culture, reproduite en grand nombre, remplace l'expérience esthétique solitaire. Donc là, vous avez une photo d'une des éditions multiples en français de ce petit essai très célèbre. Alors, loin de déplorer cette transformation de la culture, Benjamin y voit des potentiels prometteurs, tant ils esquissent l'émergence d'une forme d'expérience esthétique permettant de revigorer le collectif. Et ça va être le cinéma qui, pour lui, est l'exemple même du lieu de la réception collective, associant attitude critique et plaisir de la part d'un public accédant au statut d'expert sans qu'il ait à faire des efforts d'attention particuliers. Alors, dans l'expérience du film, je cite, le plaisir du spectacle et l'expérience vécue correspondante s'y lient de façon directe et intime à l'attitude du connaisseur. Au cinéma, le public ne sépare pas la critique de la jouissance. Et selon lui, le cinéma autorise des formes d'expérience collective offrant des potentialités inédites pour revivifier le collectif brisé par la modernisation et les chocs technologiques. Il ouvre un espace d'expérimentation et de transformation des modes de perception. Je cite, il décuple notre perception et il accroît notre champ d'action, nous ouvre des possibilités nouvelles, un champ d'action immense et que nous ne soupçonnions pas. Élargissant le domaine du visible, le cinéma rend possible un nouveau rapport au monde. Et Benjamin va par ailleurs s'intéresser à la culture populaire du 19e siècle dans un travail colossal sur Paris comme capitale culturelle du 19e. Ce sera le livre des passages, resté inachevé, où il exhume tout un aspect méconnu de la modernité, celui des spectacles populaires et de ce qu'il appelle l'invasion de la fantasmagorie fétichiste dans sa relation avec la révolution esthétique emblématisée par Charles Baudelaire. Donc là, c'est la version française du livre des passages. Alors, à ne pas confondre avec le petit article qui avait été publié de son vivant, Paris, capitale du 19e. Ça, c'est vraiment une brique avec inachevé, une sorte de collage de centaines, de milliers de citations autour de cette question de la fantasmagorie. Alors, Adorno va répondre dans une certaine mesure à la thèse de Benjamin sur l'aura dans un texte de 1938 qui s'appelle « Sur le caractère fétiche de la musique et la régression de l'écoute ». Il reprend la notion de l'aura, de la perte de l'aura, mais à la lumière de l'analyse de Marx consacrée au fétichisme de la marchandise. Selon Adorno, et ça va être d'ailleurs un des thèmes de discussion entre Benjamin et Adorno lorsque le premier écrit le livre des passages, Adorno va considérer à chaque fois dans leur correspondance que Benjamin n'étudie pas assez à fond l'aspect du fétichisme de la marchandise. Et il y a comme ça un dialogue, une dialectique qui se crée autour de ça aussi dans la création de l'œuvre de Benjamin. Alors, pour Adorno,
ce qui s'est passé, c'est que à la relation horatique aux œuvres, s'est substituée une relation fétichiste. Alors, c'est une notion qui va être très, très importante pour comprendre celle de plus tardive d'industrie culturelle. Alors, qu'est-ce que le fétichisme de la marchandise? Alors, chez Marx, c'est l'apparence mystérieuse dont se parent les objets produits, dès lors que l'institutionnalisation du marché fait apparaître leur valeur d'échange sous la forme de l'argent comme une propriété qui leur serait intrinsèque. C'est-à-dire que quand on passe dans le système capitaliste de la valeur d'usage qu'ont les choses à leur valeur d'échange qui est déterminée par le rapport à l'argent, il y a quelque chose qui se crée, une sorte de dissonance qui est le fétichisme de la marchandise, comme si sa valeur d'échange avait quelque chose à voir avec elle, alors qu'elle n'a à voir qu'avec les rapports de production capitaliste. Mais il y a ainsi une véritable production d'apparence articulable à l'institution et à la théorie de l'idéologie, puisque l'économie bourgeoise, en partant du résultat de la mystification de la forme argent de la marchandise, naturalise ce qui est en fait à la fois institué et historique. C'est le résumé qu'en donne Durand-Gasselin dans le grand ouvrage sur l'école de Francfort. Et donc, c'est présenté comme naturel, ce qui, au fond, n'est que conditionné historiquement par les relations économiques. Et alors, cette théorie qui est un petit peu esquissée chez Marx, elle va devenir très importante chez un des penseurs aussi qui va être déterminant pour l'école de Francfort, c'est celle de Georg Lukács. Lukács étant le schéma d'une substitution fétichiste de la valeur d'usage par la valeur d'échange à l'ensemble des relations sociales, mais aussi des formes d'objectivité et de subjectivité. Pour Lukács, c'est non seulement l'ensemble des choses qui deviennent des marchandises potentielles, mais les facultés des hommes. Il fait ainsi du fétichisme de la marchandise un mécanisme central du capitalisme. Et je cite, le problème de la marchandise apparaît comme le problème central, structurel de la société capitaliste dans toutes ses manifestations vitales. Au cours de l'évolution du capitalisme, la structure de réification s'enfonce de plus en plus profondément, fatalement, constitutivement, dans la conscience des hommes. Donc ça, c'est la théorie de la réification qui va des objets à la conscience même des hommes en régime capitaliste, selon Lukács, une idée qui est reprise par Adorno et qui va par la suite aussi avoir une grande importance dans la pensée marxiste. Ainsi, le clivage entre les classes sociales, qui était ce qui intéressait Marx initialement, est recouvert par le phénomène englobant de la réification qui touche l'ensemble des acteurs de la vie sociale. Donc, pas seulement les prolétaires, etc., etc. C'est vraiment l'ensemble de la vie, des acteurs de la vie sociale. Et il y a là un peu une synthèse entre Marx et Max Weber, avec notamment sa théorie de la rationalisation sociale qui aboutirait à ce qu'il appelle le désenchantement du monde et la cage d'acier, la célèbre expression la cage d'acier des grandes réalisations bureaucratiques des administrations étatiques et industrielles. Alors, peu à peu, la question marxiste originaire de l'exploitation est remplacée par une critique globale du capitalisme comme forme de vie réifiée. Il y a à cela aussi l'influence du contexte historique et social. C'est notamment le fait que le prolétariat allemand s'est vu intégré bureaucratiquement par le haut, notamment sous l'autorité de Bismarck, après les échecs successifs de révolution sociale. Donc il y a une sorte de constat aussi historique de l'échec du modèle original de la lutte des classes, une transformation
dans un contexte beaucoup plus bureaucratisé et un changement dans le statut de l'aliénation. Alors, parallèlement, la dimension du salut par la révolution et par le prolétariat va progressivement disparaître avec cette évolution chez les théoriciens de Francfort, qui ne sont d'ailleurs pas liés au Parti communiste et qui voient le prolétariat céder au national-socialisme. Et ce retrait produit quasi mécaniquement un effet de perspective radicale. Le fétichisme ne peut pas ne pas devenir une sorte de destin du monde moderne, écrit Durand Gasselin. La poursuite de cette lignée lukácsienne aboutira aussi, avec l'éclipse de la perspective émancipatrice attribuée au mouvement ouvrier, à chercher dans l'art une sorte de sujet de l'émancipation capable de lutter contre la réification. Et voilà comment il y a une série de transformations à l'intérieur du schéma marxiste qu'il est important de comprendre pour situer la réflexion de l'école de Francfort. Et c'est là où peu à peu, finalement, en cherchant le sujet du salut qui n'est plus vraiment le prolétariat, on le transfère chez Adorno à la question de l'art. Alors, en suivant les analyses de Georg Lukács sur la réification, les Francfortois dénoncent que le capitalisme, entré dans sa phase monopolistique, c'est une de leurs théories d'ailleurs, étant la valorisation marchande au domaine de la culture, notamment à travers l'extension de la rationalisation industrielle des médias de masse, dégradant ainsi les qualités internes des biens culturels qu'ils homogénéisent pour les transformer en des purs produits standardisés. Donc là, voilà comment on en arrive à la critique de la culture de masse. D'où la fabrication à la chaîne des films. Donc, c'est là où il y a, c'est le terme qu'on utilise d'ailleurs, que Hollywood lui-même promeut, c'est celui de l'usine à rêve. Donc, l'usine à rêve, il y a déjà cette idée de l'industrie du rêve à Hollywood, avec son hyper-spécialisation des tâches. C'est l'époque des grands studios hollywoodiens où les grands studios ont des contrats qui déterminent le travail de centaines d'employés, que ce soit les acteurs qui sont vraiment soumis à des contrats très rigoureux, qui ne peuvent travailler qu'avec tel studio pendant tel nombre d'années, qui doivent faire X nombre de films, qui doivent accepter, etc., etc. Mais aussi des contrats qui déterminent le travail des différents scénaristes, le travail des chefs opérateurs, le travail des scénographes, le travail des monteurs, le travail des scripts, etc., etc. Donc, il y a vraiment, Hollywood se construit comme une immense industrie où chacun a une tâche très claire à accomplir. Les tournages se succèdent carrément à la chaîne. Des fois, la même scénographie, le même décor sert pour 2 films tournés en parallèle. Alors, pendant la journée, on fait un des films. Pendant la nuit, il y a une autre équipe qui continue à tourner, etc., etc. Enfin, bon, c'est vraiment l'époque du studio. Là, vous avez une photo quelconque sur les tournages et sur cette industrialisation des éclairages. C'est à la fois industriel par l'aspect technique, donc l'immense quantité d'énergie, d'électricité, etc., nécessaire pour filmer, mais aussi industriel dans le fonctionnement des équipes elles-mêmes et du spectacle, de la transformation en spectacle cinématographique. Mais il y a aussi la même chose pour la musique. C'est ce qu'on appelle Tin Pan Alley. C'est le nom de, en fait, la rue où étaient à peu près toutes les grandes compagnies qui fabriquaient à la chaîne des musiques pendant le début du XXe siècle. Alors, au début, elles gagnaient leur argent
en vendant les compositions pour que les gens puissent les jouer dans les bars ou ailleurs. Et donc, c'était une industrie très basée sur euh, sur l'écriture des morceaux. Et en fait, peu à peu, évidemment, elle passe avec la révolution de l'enregistrement phonographique. Elle va passer à constituer les bases de l'industrie du disque. Mais c'est aussi l'industrie de la radio et aussi les débuts de la télévision. Donc, que ce soit la musique, que ce soit le cinéma ou autre, c'est produit à la chaîne à l'instar de n'importe quel autre produit de consommation. Alors, objets de manipulation, ces biens culturels ne sont plus régis par leur valeur d'usage en tant que partie intégrante d'une expérience esthétique authentique enracinée dans une tradition, comme l'étaient par exemple les anciens arts et métiers populaires, ce qu'on verra dans notre capsule sur le folklore, mais imposés d'en haut par un système industriel de diffusion dominé par l'éthos capitaliste, le règne du fétichisme et la logique de la consommation et du profit. Alors, traditionnellement, notamment dans la philosophie allemande, la conception classique de la culture et de l'art situait ces derniers dans un domaine à part, distinct des mécanismes de l'échange et de la valorisation économique. Ceci grâce notamment à l'aura qui faisait de ces biens culturels des biens singuliers. Mais à présent, les œuvres de culture sont considérées comme des biens tout à fait ordinaires, comme des produits quelconques. La reproductibilité technique a rendu possible la naissance d'industries vouées à leur production en série, ouvrant la voie au développement d'un capitalisme culturel, un capitalisme opérant dans le domaine de la culture, gouverné par les mêmes règles exactement de performance et du profit que les autres entreprises capitalistes. Alors, le premier élément donc qu'étudie Adorno, comme je le citais tantôt, c'était la question de la radio. Il est musicologue au départ, aussi musicien. Il a composé quelques morceaux de musique. Et c'est à travers l'analyse de la radio que les premières critiques de la société de masse adornienne se font. Alors, ce qu'Adorno étudie dans la radio, média de masse, donc, qui est à la fois massivement monopolisé, il y a très peu de stations radio, parce qu'il y a très peu de gens qui peuvent émettre, qui peuvent se permettre le matériel radiophonique à ce moment-là, une concentration aussi commerciale, et transforme donc ce média de masse, transforme l'écoute de trois manières. En donnant, nous dit-il, un caractère pictural aux œuvres, en imposant une typologie réifiée des musiques, et c'est là où s'impose la catégorie totalement honnie par Adorno de la musique légère, qui s'opposerait à la musique dite sérieuse, et ensuite en développant un folklore commercial fétichiste autour de la musique, avec les stars qui commencent, les voix, etc. Elle transforme le goût lui-même, qui se réifie, devient un plaisir de reconnaissance, perd l'horizon d'autonomie de l'expérience esthétique musicale. Conçue dans la perspective de la valorisation économique et non de la relation esthétique, une œuvre musicale doit, à la radio, pouvoir être échangée, être interchangeable et se soumettre au principe de la réussite commerciale. Loin de solliciter les auditeurs en les invitant à une écoute concentrée, et les incite à une expérience musicale superficielle, tournée vers la facilité auditive et le plaisir immédiat. Pour ce faire, ces morceaux de musique légère privilégient des schémas standards déjà connus. Ils sont prompts à assouplir les angles ou les rugueux ou les dissonances qui auraient pour effet de surprendre. Réaffirmés dans ce qu'ils savent déjà, autant que dans ce qu'ils sont, des tels auditeurs finissent par renoncer à vouloir autre chose que ce qu'on leur offre déjà de manière répétitive. Ils renoncent à attendre une autre musique possible et même à envisager
que celle-ci soit possible. Et je cite Adorno, « En contrepartie au fétichisme de la musique, se produit une régression de l'écoute. En perdant la liberté et la responsabilité de leur choix, les sujets auditeurs non seulement perdent la capacité d'une connaissance réfléchie de la musique, limitée à des groupes restreints, mais ils en arrivent à nier obstinément qu'une telle connaissance soit possible. Ils s'oscillent entre le grand oubli et la réminiscence subite qui replonge aussitôt dans l'oubli. Ils écoutent de manière atomisée et dissocient ce qu'ils écoutent. » Pour Adorno, cela participe clairement d'une régression culturelle, une infantilisation du public, auquel on demande de renoncer à ce qu'ils ont dû apprendre pour devenir adultes. Pour vendre et diffuser leurs productions au plus grand nombre, les productions sont conçues de telle sorte qu'elles fassent vibrer chez leurs destinataires des cordes sensibles, enfouies dans des réflexes pulsionnels ou dans l'enfance, au lieu de faire appel à des capacités rationnelles. Il y a là donc une perte des possibilités d'individuation critique, le Bildung, la culture au sens de Bildung, de construction de soi, par l'effort, la discipline, le travail sur soi, le travail sur l'incorporation de la tradition, etc. Une infantilisation, un appauvrissement de l'expérience esthétique, une réduction des possibilités de devenir autre grâce à la confrontation active à des objets culturels exigeants. Et enfin, le média transforme par la force des choses la musique qui est elle-même invitée à se produire sur le mode de ce qui peut avoir du succès à la radio. Alors, pour se faire une idée, parce que des fois, en lisant, etc., les textes de l'époque, c'est intéressant de se remettre dans le contexte. Qu'est-ce que Adorno avait en tête par rapport à cette musique, à la radio, etc. Bon, parmi les œuvres qu'il cite, c'est une des figures de l'époque qui avait du succès. C'était Guy Lombardo and the Royal Canadians, donc ce qui est un peu drôle pour les Canadiens. Et je vous propose tout simplement d'écouter, c'est ça les joies évidemment de YouTube et de la reproductibilité technique, d'écouter très brièvement le morceau Enjoy Yourself, It's Later Than You Think. Ce qui d'ailleurs, quand on connaît les textes d'Adorno, ne manque pas d'ironie autour de l'amusement. Reservations made, but you just can't get away. Next year for sure you'll see the world. You'll really get around. But how far can you travel when you're 6 feet underground? Your heart of hearts, your dream of dreams, your ravishing brunette. She's left you and she's now become somebody else's pet. Lay down that gun, don't try, my friend, to reach the great beyond. You'll have more fun by reaching for a redhead or a blonde. And bon, vous aurez compris le principe. Donc, nous revenons. En fait, à travers cette description, Adorno dresse un portrait symétriquement inversé et selon un mécanisme qu'on avait déjà vu dans les critiques
dans notre capsule sur les critiques de la culture populaire et les critiques de la culture de masse, ce qu'Adorno fait, c'est un portrait symétriquement inversé de ce qu'il considère être la vraie musique de son époque. Et la vraie musique de son époque, pour Adorno, c'est la musique d'avant-garde dont il fut le plus ardent apologue. Quand on s'intéresse à la musique d'avant-garde, on connaît les textes d'Adorno qui ont été parmi les plus importants pour défendre l'atonalité, le dodécaphonisme, toute la révolution de la seconde école de Vienne, qui lui apparaissent comme l'expression inventive de, je cite, l'âme exilée d'un monde sans espoir et qui est nécessairement dissonante. Et cette musique d'avant-garde dont il se fait le défenseur, c'est pour lui la seule musique possible de son époque, pour dire la catastrophe de son époque. C'est le seul rapport possible avec la tradition musicale lorsque la cohésion sociale se délite. Et là, on va écouter, parce qu'on a écouté Guy Lombardon de Royal Canadians, mais on va écouter un des morceaux de musique d'avant-garde défendu par Adorno, c'est le quatuor à cordes d'Alban Berg. Et bon, vous allez entendre évidemment les différences majeures entre ces deux styles. Bien, je vous invite à écouter le morceau au complet. Et d'ailleurs, il est intéressant de voir comment l'écriture même d'Adorno va être marquée par une même conscience aiguë de la catastrophe et peut être lue comme une transposition de la dissonance musicale, résistance à la déshérence du monde embarqué dans les fantasmagories de la marchandise. Donc, il y a comme ça quelque chose de l'écriture est difficile, notamment dans Minima Moralia et dans la dialectique de la raison coécrite avec Horkheimer. Il y a quelque chose de dissonant délibérément qu'il est intéressant de lire en parallèle avec cette révolution musicale qui a tant marqué Adorno. Donc en fait, la vision que Adorno a de la musique qui passe à la radio et même du jazz, ce sera le grand malentendu. Adorno aura une vision extrêmement négative du jazz qui va interpréter à la lumière de toutes les autres musiques commerciales de son époque. C'est sûr qu'il aura été plus en contact avec le jazz totalement édulcoré qui passait dans les stations radio
et les grands orchestres blancs qui s'étaient appropriés le jazz, plus que l'expérience authentique du jazz tel qu'on pouvait l'écouter dans les jazz clubs des villes américaines. Mais il reste qu'il y a là une sorte il y a comme un antagonisme total chez Adorno entre la musique d'avant-garde, qui pour lui est la seule qui peut être émancipatrice et qui peut permettre de dire la catastrophe dans laquelle l'époque baigne, et de l'autre côté, la musique légère qui est faite pour danser, qui est faite pour écouter de façon totalement distraite. Et donc, pour lui, il y a une barrière totale, et le jazz, il le situe du côté de la musique dansante, du côté de la musique aliénante, en fait. Cette vision va se renforcer lors de l'exil, en fuyant le nazisme aux États-Unis, au contact du triomphe des masses médias et de la société de consommation moderne. Alors, évidemment, ce qui va se passer, c'est que Adorno et Horkheimer vont se retrouver aux États-Unis, fuyant l'Holocauste. Ce sont des intellectuels juifs, bien évidemment, et par ailleurs marxistes, mais ils vont se retrouver dans un autre type, selon eux, un autre type de cauchemar. Il va y avoir comme ça une superposition qui va se créer entre le cauchemar totalitaire du Troisième Reich qu'ils ont fui et l'expérience de l'Amérique, de la société de consommation telle qu'il la retrouve dans les années de la Deuxième Guerre mondiale. Et là, il y a vraiment une superposition entre le cauchemar nazi, de la dictature à travers la propagande, à travers la radio, à travers les films de propagande nazie, à travers la nazification totale de l'imaginaire, etc. Et ce qu'ils constatent aux États-Unis, qui n'est pas pour eux le monde libre, le free world, qui totalement opposé diamétralement aux antipodes de l'Allemagne de Hitler. Au contraire, ce qu'ils voient, c'est des sortes de continuités. Et ils vont projeter la hantise du totalitarisme sur l'expérience de la société de masse américaine. Et ça, c'est important parce que c'est vraiment une superposition essentielle pour comprendre leur vision. Alors, d'abord, Adorno va se retrouver dans le cadre d'un projet sociologique, le Radio Research Project, dirigé par un sociologue, Lazarsfeld, et on va lui demander de rendre vérifiable sur le plan empirique ses réflexions sur la musique légère. Alors, il va décider d'étudier les succès swing et sweet de la radio étudiante américaine, alors des œuvres comme l'Alexander's Ragtime Band de Benny Goodman, Tiger Rag, interprété par Duke Ellington, La Cucaracha de Shaky Horton, I'm Just a Jitterbug, chanté par Ella Fitzgerald, The Bells of San Raquel de Dick Jurgens. Donc des standards de swing, qui est une variété dansante et édulcorée du jazz, interprété par les grands orchestres blancs, et aussi le répertoire qu'on dit suite, qui est composé de chansons de crooner, d'anciens airs d'opérette, To in Love, chanté par Sinatra, ou Sylvia par Nelson Eddy. Alors, fidèle à sa démarche de musicologue et de philosophe, Adorno pense, contrairement à ce qu'on attend de lui, que la sociologie de la musique ne pourrait se contenter de prendre en compte les facteurs purement externes liés à l'écoute de la musique. Selon lui, il faut se pencher attentivement sur les qualités internes à la fois de la musique et de l'expérience de l'écoute, ce qui le positionne en porte-à-faux par rapport à la méthode très empirique, positiviste, statistique de Lazarsfeld. Et il va écrire un texte, enfin une série de textes qui, sous le titre de Current of Music, évoquant le courant électrique qui lui semble devenu le matériau même de la musique industrialisée, mais malheureusement, ce ne sera publié que beaucoup plus tard, et donc
ces textes majeurs d'Adorno sur la musique populaire vont être beaucoup moins connus que ces réflexions sur la culture, l'industrie culturelle. Mais c'est intéressant de voir que quand il va écrire avec Horkheimer, donc la dialectique de la raison, Adorno vient d'être vraiment immergé dans ce projet d'étude de la culture, de la musique, qu'on peut dire pop, de son époque. Alors, c'est dans Dialectique de la raison, qui est publié en 1947, qu'Adorno pose avec Horkheimer son analyse la plus systématique et sans doute aussi la plus radicale du devenir de la culture, inscrit dans celui de la civilisation occidentale dans son ensemble, sur fond de catastrophe absolue. Adorno écrit au même moment un Minima Moralia, qui est une réflexion dévastée sur le monde après Auschwitz et après Hiroshima. Et vraiment, c'est aussi important quand on lit la dialectique de la raison, c'est clairement un document majeur aussi de ce moment, de cet abîme du monde après l'expérience des camps de concentration, l'expérience des bombes atomiques, l'expérience de la guerre mondiale. La question de la culture joue un rôle central dans cet ouvrage qui s'interroge sur le devenir de la raison émancipatrice au sens des Lumières. En allemand, c'était le Aufklärung, donc c'est le terme allemand pour l'époque des Lumières. Donc là, vous avez là une des éditions de poche récentes. Alors que l'art et la culture s'étaient autonomisés progressivement en Occident face aux puissances de la religion et du pouvoir politique, elles étaient devenues des vecteurs privilégiés de la raison émancipatrice et elles s'étaient érigées en idéal transcendant contre le règne de l'immanent, de ce qui est. La raison marchande a, en fait, fini par retourner ce processus d'émancipation en son contraire. Et c'est toute la thèse de dialectique de la raison, c'est comment on a pu arriver des Lumières à Auschwitz. Comment est-ce qu'on a pu passer, comment est-ce que l'Occident, et plus concrètement l'Allemagne, comment elle a pu passer de l'idéal de la raison à l'antisémitisme, à la destruction industrielle des camps. Donc ça, c'est la question vraiment de fond de dialectique de la raison. Alors, le paradoxe, la dialectique par rapport à la culture, c'est que finalement, le même processus qui avait permis que la culture éclairée s'autonomise, à savoir la mise en place d'un libre marché qui n'était plus dominé ni par l'Église, ni par la monarchie et l'aristocratie, en fait, ce même processus l'a fait retomber dans des contraintes d'autant plus pernicieuses qu'elles sont moins tangibles. Cette dialectique de la culture est elle-même et celle-là même qui configure le projet de l'Aufklärung dans son ensemble. Opposée au mythe dont elle s'émancipe, la raison est retombée dans la mythologie. Alors, c'est la thèse d'ensemble de dialectique de la raison. Alors que le mythe signifie l'unité entre le sujet et l'objet, l'autorité de la tradition, l'indifférenciation entre la nature et le monde, la raison devait libérer le sujet de son aveuglement dans la tradition, faire régner l'autodétermination, la conscience de soi, la culture éclairée, l'argument raisonné contre le caractère indiscutable de la tradition, contre le règne de l'obscurantisme, contre la soumission sans partage à des puissances abstraites échappant au domaine d'action des êtres humains. Or, la société capitaliste moderne finit par recréer une mythologie au cœur même de la rationalisation. Dans ce schéma d'ensemble s'inscrit le célèbre chapitre qui s'intitule « L'industrie de la culture, l'Aufklärung
en tant que tromperie de masse. Et c'est là où ils exposent la théorie de la Kulturindustrie, véritable cauchemar, inversion totale de l'espoir d'émancipation et de bonheur des Lumières. Il s'agit là d'une des versions les plus radicales du paradigme de la culture de masse tel que nous l'avons étudié, terme qui est par ailleurs délibérément éclipsé par ses auteurs, par celui de Kulturindustrie. Et je cite un texte plus tardif d'Adorno que je vous invite absolument à lire, qui se trouve en ligne et dont vous trouvez d'ailleurs la conférence en ligne par Adorno lui-même, dans un français tout à fait charmant, avec un accent très germanique et très adornien. Et donc, je cite Adorno dans ce texte plus tardif, « Nous avons abandonné cette dernière expression, celle de culture de masse, pour la remplacer par industrie culturelle, afin d'exclure de prime abord l'interprétation qui plaît aux avocats de la chose, donc de la culture de masse. Ceux-ci prétendent en effet qu'il s'agit de quelque chose comme une culture jaillissant spontanément des masses mêmes, en somme de la forme actuelle de l'art populaire, au sens folklorique. Or, de cet art, l'industrie culturelle se distingue par principe. Dans toutes ses branches, on confectionne, plus ou moins selon un plan, des produits qui sont étudiés pour la consommation des masses et qui déterminent par eux-mêmes, dans une large mesure, cette consommation. Donc, en fait, ce que Adorno et Horkheimer, en choisissant, en créant, inventant le terme d'industrie culturelle par opposition à culture de masse, changent complètement la perspective. Ils disent non, ce n'est pas une culture de masse, parce que ceci impliquerait qu'on pourrait croire que ce sont les masses qui déterminent cette culture. Or, c'est l'industrie culturelle qui transforme le public en masse dans la production même de ces produits. Donc, renversement de perspective. Durand-Gasselin résume de façon assez synthétique les points principaux de ce chapitre important. L'uniformité, la standardisation, la production par recette et en fonction d'une segmentation du marché, l'appauvrissement du matériau esthétique, la passivité et la pauvreté d'une expérience réduite à une consommation immédiate et à de la reconnaissance du connu, les stars. On s'attend à ce que les films aient une star qu'on a déjà vue dans plein d'autres films en jouant le même rôle. Des moments clés dans le cinéma, alors les scripts, on s'attend à ce qu'il y ait des courses-poursuites, on s'attend à ce qu'il y ait un happy end, on s'attend à ce que le personnage ait un moment de passage à vide où on a l'impression que ça ne va pas réussir, etc., etc. La répétition ou l'intensification artificielle dans la musique. Donc, la reconnaissance du connu, à l'intérieur de conventions soigneusement établies, sont les faits de la domination du capital et de l'industrie sur les choses artistiques. Par son aspect de contrôle, il mime le désir positiviste, dont le producteur de cinéma est le représentant caricatural. Par son aspect d'harmonie conventionnelle et dénégatrice, l'idéalisme. Donc, c'est le happy end, la bonne musique dansante, amusante, etc., etc. L'art joue ainsi une fonction d'intégration au point que l'alliance de l'image, de la parole et du son, grâce au cinéma, aux journaux et à la radio, est une sorte d'accomplissement dérisoire de l'œuvre d'art totale de Wagner. La beauté, le rire, les sentiments, le langage, tout cela devient artificiel. L'intériorité elle-même, dans la mesure où elle se laisse conditionner et remplir par cette nouvelle sensibilité, est appauvrie et intégrée au système social. C'est vraiment donc une accusation totale du système qu'ils appellent l'industrie culturelle. Les conglomérats industriels caractéristiques du stade monopolistique du capitalisme opèrent dans le domaine de la culture et des médias en laissant s'ériger des gigantesques industries gouvernées par les mêmes principes que l'industrie classique. Donc, la fabrication à la chaîne que nous avons
déjà évoqué, à l'instar de n'importe quel autre produit. Ce processus affecte les biens culturels dans leur qualité même, tendant à une standardisation, un appauvrissement de leur contenu, une répétition de l'identique camouflée sous une pseudo-originalité. Et ici, je cite Adorno et Horkheimer. « Dès le début d'un film, on sait comment il se terminera, qui sera récompensé, puni, oublié. Et en entendant de la musique légère, l'oreille entraînée peut, dès les premières mesures, deviner la suite du thème et se sent satisfaite lorsque tout se passe comme prévu. La longueur moyenne d'une short story est décidée une fois pour toutes et on ne peut rien y changer. Même le nombre de gags, des effets spéciaux et des plaisanteries est prévu comme le cadre dans lequel ils s'insèrent. Ils sont le travail de spécialistes et l'étroite marge laissée à la diversité se répartit aisément parmi ceux qui travaillent dans le même bureau. L'industrie de la culture s'est développée en même temps que se développait la prédominance de l'effet, de l'exploit tangible, des détails techniques. Alors que la culture éclairée était le lieu d'expression et de projection d'un monde autre, en permettant de maintenir une promesse de bonheur, expression de Stendhal, elle devient un lieu de reproduction du même, de ce qui est déjà, confondu dans un conformisme de tous les instants. Alors qu'elle était le lieu de transfiguration et de l'élévation, sensible d'expériences négatives, du malheur et de la souffrance humaine, grâce à une forme expressive permettant d'étendre l'expérience humaine, la culture industrialisée se nourrit d'instincts humains primaires en les réaffirmant et les encourageant, à défaut de les sublimer. Et je cite Adorno et Horkheimer, « L'amusement et tous les éléments de l'industrie culturelle ont existé bien avant celle-ci. Maintenant, on s'en saisit d'en haut et on les remet au goût du jour. L'industrie culturelle peut se vanter d'avoir accompli énergiquement et érigé en principe le transfert souvent bien maladroit de l'art dans la sphère de la consommation, d'avoir libéré l'amusement de ses naïvetés importunes et amélioré la confection de la marchandise. Mais ce qui est nouveau, c'est que les éléments inconciliables de la culture, l'art et le divertissement sont subordonnés à une seule fin et réduits ainsi à une formule unique qui est fausse, la totalité de l'industrie culturelle. Dans le capitalisme avancé, l'amusement est le prolongement du travail. Il est recherché par celui qui veut échapper au processus du travail automatisé pour être de nouveau en mesure de l'affronter. Mais l'automatisation a pris en même temps un tel pouvoir sur l'homme durant son temps libre et sur son bonheur, elle détermine si profondément la fabrication des produits servant au divertissement que cet homme ne peut plus appréhender autre chose que la copie, la reproduction du processus du travail lui-même. Le prétendu contenu n'est plus qu'une façade défraîchie. Ce qui s'imprime dans l'esprit de l'homme, c'est la succession automatique d'opérations standardisées. Le seul moyen de se soustraire à ce qui se passe à l'usine et au bureau est de s'y adapter durant les heures de loisirs. Tout amusement finit par être affecté de cette maladie incurable. Donc là, vous voyez une critique radicale de la notion de divertissement, de la notion d'amusement. Adorno est vraiment le théoricien du no fun, pour reprendre la célèbre chanson de Iggy Pop, qui d'ailleurs est intéressante à mettre en dialogue avec les théories de Francfort. Mais chez Adorno et Horkheimer, il y a vraiment une radicalisation de la théorie marxiste de l'aliénation. Ici, l'aliénation, elle n'est pas seulement produite dans le rapport de production par rapport au travail. Donc, ce n'est pas seulement le prolétaire qui est aliéné du fruit de son travail par le système capitaliste, mais c'est carrément que l'aliénation se poursuit dans le loisir. L'homme en régime capitaliste est tellement aliéné qu'il sort de son travail aliénant et il ne peut que chercher la même aliénation dans son loisir. L'industrie culturelle ne cesse de frustrer ses consommateurs de cela même qu'elle leur a promis. Ce chèque sur le plaisir que sont l'action et la présentation d'un spectacle est prorogé indéfiniment. La promesse à laquelle se réduit finalement celui-ci n'est que dérision et illusion. On n'en viendra jamais au fait et l'invité devra se contenter de la lecture de la carte présentant le menu. L'industrie culturelle ne sublime pas, elle réprime. En exposant sans cesse l'objet du désir, le sein dans le sweater et le torse nu du héros athlétique,
Elle ne fait qu'exciter le plaisir préliminaire non sublimé que l'habitude de la privation a depuis longtemps réduit au masochisme. Il n'y a pas de situation érotique qui, à l'allusion et à l'excitation, ne joignent l'avertissement très net qu'il faudra ne pas aller plus loin. Le code Hays, qui était le code qui s'était imposé au cinéma pour contrôler justement la représentation de la sexualité, etc. Donc, c'était une forme de censure adoptée par le système lui-même. Le code Hays ne fait que confirmer le rituel déjà instauré par l'industrie culturelle, le supplice de Tantale. La nécessité inhérente au système de ne jamais lâcher le consommateur, de ne donner à aucun instant l'occasion de pressentir une possibilité de résister. Le principe impose de lui présenter tous ses besoins comme des besoins pouvant être satisfaits par l'industrie culturelle, mais d'organiser d'autre part ses besoins de telle sorte qu'au départ, il se voit uniquement en éternel consommateur, objet de l'industrie culturelle. Elle ne lui fait pas seulement croire que les illusions qu'elle propose sont des satisfactions, mais elle lui fait comprendre aussi que les choses étant ce qu'elles sont, il doit se contenter de ce qui lui est offert. Le plaisir favorise la résignation qu'il est censé aider à oublier. Et ici, c'est un autre grand thème de la musique rock qui résonne inévitablement, le Satisfaction des Rolling Stones. Et c'est assez intéressant, c'est d'ailleurs la thèse d'Agnès Guéraud dans Dialectique de la pop. C'est assez intéressant de voir comment par la suite, la musique rock va être tellement investie par ces contradictions et les mettre en scène. S'amuser signifie être d'accord. Ça, c'est une des célèbres formules. Il y en a beaucoup. Donc, c'est vraiment des formules fulgurantes. Comme vous le voyez, il y a un art de l'aphorisme et de la dissonance. S'amuser signifie être d'accord. Cela n'est possible que si on isole l'amusement de l'ensemble du processus social, si on l'abétit en sacrifiant au départ la prétention qu'a toute œuvre, même la plus insignifiante, de refléter le tout dans ses modestes limites. S'amuser signifie toujours ne penser à rien, oublier la souffrance même là où elle est montrée. Il s'agit au fond d'une forme d'impuissance. C'est effectivement une fuite, mais pas comme on le prétend, une fuite devant la triste réalité. C'est au contraire une fuite devant la dernière volonté de résistance que cette réalité peut encore avoir laissé subsister en chacun. Vous voyez le ton extrêmement dur de cette attaque. Donc, dans une société administrée, accommodée à une économie monopolistique, les individus ne sont plus le fruit d'un processus d'individuation qui leur permettrait de développer pleinement leur sens de l'autonomie et leur capacité de jugement réflexif, car les conditions sociales nécessaires à ces derniers font désormais défaut. Les individus sont affaiblis au point de ne plus disposer des ressources suffisantes pour résister de manière efficiente à ces institutions. Ils se finissent par se satisfaire de ce qu'ils ont et sont peu portés à exiger autre chose que ce qu'ils ont sans cesse sous les yeux pour s'en remettre finalement à ces institutions. Et je cite encore Adorno et Horkheimer, dans l'industrie culturelle, l'individu n'est pas seulement une... Excusez, c'est parce que j'ai ici, je ne vois pas toujours le... L'individu n'est pas seulement une illusion à cause de la standardisation des moyens de production. Il n'est toléré que dans la mesure où son identité totale avec le général ne fait aucun doute. De l'improvisation standardisée du jazz à la vedette du cinéma qui doit avoir une mèche sur l'oreille pour être reconnue comme telle, c'est le règne de la pseudo-individualité. C'est uniquement parce que les individus ont cessé d'être eux-mêmes et ne sont plus que les points de rencontre des tendances générales qu'il est possible de les réintégrer tout entier dans la généralité. Donc, soumise à la valeur d'échange, la culture est instrumentalisée, perdant son autonomie qui en faisait, selon l'expression de Kant, une finalité sans fin. Au lieu de remettre en cause le monde tel qu'il est, elle va le reconduire dans un conformisme d'autant plus dévastateur qu'elle s'imprègne, de par le pouvoir médiatique des industries de la culture, dans la conscience d'individus réduits à une passivité totale, contribuant à la perpétuation de l'injustice sociale. Donc ici, nous retrouvons des thèmes que nous avons déjà évoqués dans les critiques de la culture populaire et de la culture de masse, mais on voit ici la cohérence de l'articulation qu'en font Adorno et Horkheimer.
et ce qui fait que c'est une véritable diatribe. Si la haute culture était précisément le lieu d'expression censé permettre la transfiguration des expériences de déshumanisation dans une forme expressive, permettant de témoigner des souffrances humaines et donner un langage sensible à ce qu'Adorno appelle la vie mutilée, c'est le terme qu'il utilise dans son Minima Moralia, la culture industrialisée prend appui sur ces mêmes expériences pour leur offrir non pas un lieu d'expression, mais un succédané, une forme de plaisir sans profondeur. Au lieu de permettre une transfiguration esthétique de la souffrance humaine, appelant un autre rapport au monde, elle incite à l'acceptation du malheur sous couvert de plaisir, facile d'accès, d'où son caractère mythologique. Loin de conférer une forme esthétique au malheur, ce qui permettrait de le comprendre, sinon de le combattre, elle se contente de l'exploiter à des fins de valorisation économique. Loin d'ouvrir vers un autre monde, elle ne fait que confirmer ce qui est et enferme davantage ses destinataires dans le misère. En ce sens, elle est conformiste et conservatrice. Les besoins expressifs dans une société, dans une culture tendant à l'uniformité au sein d'une société administrée, les besoins expressifs des sujets se ressemblent de plus en plus. Et en ce sens, le public n'est pas manipulé en un sens strict. Il finit par ne plus être en mesure de vouloir autre chose que ce qui lui a déjà été proposé 1000 fois. La manière dont une jeune fille accepte un rendez-vous inévitable et s'en acquitte, le ton d'une voix au téléphone et dans la situation la plus intime, les choix des mots dans la conversation, voire toute la vie intérieure telle qu'elle est organisée par la psychanalyse vulgarisée, témoignent d'une tentative faite par l'homme pour se transformer lui-même en appareil conforme, jusque dans ses émotions profondes, au modèle présenté par l'industrie culturelle. Les réactions les plus intimes des hommes envers eux-mêmes ont été à ce point réifiées que l'idée de leur spécificité ne survit que dans la forme la plus abstraite. Pour eux, la personnalité ne signifie guère plus que des dents blanches, l'absence de taches de transpiration sous les bras et la non-émotivité. Et voici le résultat du triomphe de la publicité dans l'industrie culturelle. Les consommateurs sont contraints à devenir eux-mêmes ce que sont les produits culturels, tout en sachant très bien à quoi s'en tenir. En identifiant les blocages empêchant l'avènement d'une société émancipée, gouvernée par la raison, les deux auteurs aboutissent à un constat déprimant, pour le moins, où le processus historique est synonyme d'accroissement de la domination, où la raison éclairée s'est retournée en raison instrumentale, où l'État est devenu un gigantesque système administratif, où le projet libéral a été abandonné à l'autoritarisme, où la culture est devenue barbarie et l'individu autonome un être affaibli, impuissant et aisément manipulable par des forces autoritaires. Alors, cette vision, profondément ancrée dans la crise de l'après-guerre, pousse vraiment jusqu'au paroxysme les critiques de la culture populaire et de la culture de masse qui avaient été faites précédemment. Elle annonce par ailleurs toute une série de réflexions critiques et à partir de ce moment-là, il y aura toute une série de critiques à gauche qui vont se revendiquer de cette vision extrêmement pessimiste de l'école de Francfort, et ça va devenir vraiment une des grandes vagues théoriques contre laquelle va devoir opérer la naissance des études culturelles, etc., lorsqu'elles voudront analyser de façon plus nuancée les créations de la culture populaire et de la culture de masse. Donc, il va y avoir aussi toute une tendance de critique au modèle extrêmement pessimiste, très globalisateur de Francfort, qui reprend, comme vous l'avez vu, une série de critiques celle de l'inauthenticité, etc., qui selon le système qu'on a déjà vu de l'opposition entre la culture, la vraie culture, la culture légitime et cette anticulture en quelque sorte.
Et puis, il va y avoir dans la suite, dans le sillage de la théorie de l'industrie culturelle, ben, on va trouver des formes tout aussi radicales de contestation, notamment celle de Guy Debord dans un livre qui ne peut qu'être lu en dialogue avec la dialectique de la raison, qui est la société du spectacle de 67 dont nous reparlons. Bien, donc dans notre prochaine capsule, nous allons retravailler donc, cette question du paradigme de la culture de masse et ses transformations, notamment par l'école de la revue Communication autour de Edgar Morin et les transformations qui ont pu être euh, euh, apportées au modèle globalement donc très négatif du paradigme de la société de masse. Merci.